écoute, je me présente, moi je m'appelle Laura, mais tout le monde m'appelle Lolo. Lolo c'est de l'eau, Lolo c'est le flow, ça dépend. Habitante du 19e, je suis née ici. J'ai grandi à Stalingrad, Riquet, jamais déménagé de ma vie. Donc voilà, avec mes enfants, mes frères et sœurs, on est une grande fratrie. Aujourd'hui, moi-même, je suis maman. Mes enfants ils grandissent aussi dans le quartier, mère de 2 filles. Donc voilà, j'ai fait toute ma scolarité ici. Je suis styliste. Voilà pourquoi Lolo c'est le flow. Quand tu repenses à cette époque, c'était comment le quartier? Bah écoute, le quartier a toujours eu, ça a toujours été un quartier, on dit populaire et sensible. Toujours eu de la toxicomanie. À la base, c'était vraiment la drogue, c'était l'héroïne, le crack qui venait d'arriver. Ça veut dire que c'était vraiment Stalingrad, Riquet et Barbès où on pouvait trouver de la drogue. Donc tous les toxicos de France, ils se réunissaient ici. Ça veut dire qu'il y a eu cette époque-là. Nous, on était jeunes encore, mais on voyait les anciens. Donc moi, je suis née début des années 80. Donc dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, nous, on a vu nos anciens se battre contre les skins. Il y a eu ça. Donc ça veut dire ils sont sortis d'une guerre donc avec les racistes, les fachos et tout, ça les coursait et tout à l'époque, pour que par la suite ils sont rentrés dans une autre guerre, la toxicomanie, les drogués. Donc à la base ça chassait les skins, après ça chassait les drogués, mais il s'avère que certains drogués, des fois c'était des grands de chez nous. Donc voilà, Qu'est-ce qui te revient en premier quand tu repenses à ces années-là? que des bons souvenirs. Je dis toujours, j'ai de la chance d'avoir grandi dans ce quartier. Stalingrad, Riquet, vraiment, on a eu des grands, bienveillants, avenants. Nous, on a de la chance d'être nés dans le berceau du hip-hop. C'est les grands de chez nous qui ont créé le mouvement hip-hop ici en France. Il y avait Nixo qui graffait, il y avait Django qui breakait, il y avait tous les rappeurs. Et DJ Dynasty, le premier DJ de France, qui a ramené des vinyles de rap dans ses valises et qui nous a fait découvrir. Il dansait ici, là. Là, on parle, il dansait là. Il y avait de la musique, les gros postes à l'ancienne. Et nous, on était petits, on avait quoi, 9, 10 ans. Donc, c'est l'arrivée du hip-hop en France. Et on était comme ça, il venait des States, on était à fond. Et donc, on a commencé vraiment à naître dans cette culture. Moi, je dis toujours, c'est la culture hip-hop. Moi, personnellement, je ne l'ai pas choisie. Je suis née dedans. C'est-à-dire, ça fait partie de mon éducation. Quand on grandit dans un quartier, nous, à la cité, ça veut dire les grands, c'est nos grands frères, les mamas, tout le monde. Tout le monde a participé à l'éducation et la culture hip-hop, elle a vraiment été très, très, très présente au sein de la jeunesse de Stalingrad et de Riquet. Donc, pour répondre à ta question, moi, ça me rappelle les compètes de danse, les graffitis, le hip-hop, le samedi matin, musique à fond, rap à l'ancienne, ici à la cité. Les grands, les jeunes, les vieux, les blancs, les noirs, les feuges, on était tous ensemble. Donc voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. À ton avis, qu'est-ce qui était le plus dur à vivre, à supporter au quotidien? C'est toujours dur de parler des choses difficiles quand c'est passé. Je pense que moi, en tant que femme, je vais parler en tant que femme, en tant que fille qui a grandi, parce que c'est souvent mal vu, même si on a inspiré pas mal de gens, parce que tout le monde veut nous ressembler, tout le monde parle comme nous, tout le monde s'habille comme nous aujourd'hui, mais être une femme et venir d'un quartier, c'est très compliqué, parce que quand on est dans notre quartier, on est accepté, mais quand on commence à sortir de notre quartier, automatiquement, on est stigmatisé, on est montré du doigt. Ah, mais toi, t'es une Kaira, ah, mais toi, ceci, ah, mais toi, cela. Or qu'en fait, c'est une manière de vivre. On est comme ça. Ça veut dire on a nos codes, on a notre manière de s'habiller, notre manière de parler. On a influencé le monde de la mode, on va pas se mentir. Ça veut dire, nous, les filles du 19e, on est connues pour avoir le plus de style. Parce que justement, il y avait cette mixité sociale qui fait qu'on s'inspirait un peu des blancs, des noirs, des feuges. Nous, on a été les premières à mettre des baskets avec des robes. Pas parce que c'était la mode, mais c'est parce qu'on avait une paire de baskets à la rentrée, on était des meufs, on avait envie de mettre des robes. Donc en fait, on mettait des vestes en jean autour de la taille parce qu'on était très pudiques à l'ancienne. Et comme on venait d'un quartier, on avait des mœurs sur la pudeur et tout. C'est pas le fait tant d'être au quartier, parce que quand on a grandi au milieu de la délinquance, de la toxicomanie, de tout ça, c'est un environnement qu'on connaît. Par contre, ce qui a été dur, moi en tant que femme, c'est quand j'ai commencé à vouloir rencontrer les autres. J'ai eu l'impression de ne pas être acceptée et d'être montrée du doigt parce que je venais d'un quartier populaire et que j'étais dans le cliché ou le stéréotype de la racaille. Donc ça a été très dur, le fait de ne pas être acceptée par les autres. Malgré tout ça, qu'est-ce qui vous faisait tenir, garder le sourire? On gardait le sourire parce que, encore une fois, on est une famille ici. Les grands, les gens de ma génération, on avait de la chance d'avoir des éducateurs de rue, des maisons de quartier, les grands qui se sont bougés pour faire des trucs. Voilà, comme je te disais, ils allaient au States, ils nous ramenaient des paires de Jordan. Nous, on allait à l'école, on allait en survêt de peau de pêche, on était déjà en place.
tu vois, parce qu'il y avait cette bienveillance autour, il y avait plein d'animations dans le quartier. Notre quartier a plein d'artistes, plein d'exemples en fait. C'est-à-dire, moi je suis une ancienne, mais parmi les anciennes, je suis une ancienne pour les jeunes, mais au-dessus de nous, il y a des anciens qui nous ont influencés, qui nous ont transmis cette bienveillance, cette gentillesse. Au quartier, on ne pouvait pas être en galère. Il y avait toujours un grand qui allait nous donner de l'argent pour aller, allez, vous faites quoi là? Tenez 100 francs, 200 francs, allez au McDo, allez manger un grec. On allait à ED, on allait, on se posait ici, là, on mangeait sandwich à la catalane, pain de mie. On était heureux. Il n'y avait pas de réseau, donc forcément, il fallait qu'on se rencontre dehors. On n'avait pas de téléphone. Donc, on se fait quoi? Tac, l'autre il habite là, l'autre, ça s'appelle par la fenêtre. Ouais, ça va, ouais, c'est comment? Ouais, vas-y, descends, ouais, vas-y, descends, va. On se retrouve et en fait, on n'avait rien de prévu. Juste le fait de se retrouver, eh ben, c'était quelque chose à faire. Et après, le fait de se retrouver, on n'a même pas choisi en fait. On a été baigné dans le hip-hop, donc par nos grands. C'est-à-dire dans notre équipe, soit tu rappais, soit tu chantais, soit tu dansais. Donc on faisait des activités autour de ça, on se retrouvait, on allait à la maison de quartier, on allait à la J, on allait à Matisse. Donc on préparait nos chorégraphies, les autres y rappaient. Donc en fait on s'organisait, on organisait nos activités toute notre année sur la fête du quartier. Tu vois, qu'il y avait tous les ans, voilà, il fallait qu'on fasse notre chorégraphie, les rappeurs, le collectif, on est là tous ensemble. Et en fait, autour du hip-hop, autour de cette culture, eh ben, on se retrouvait. Tu vois, le fait d'en parler avec toi, je souris parce qu'on ne s'est pas posé la question. Ça s'est fait automatiquement. Donc chacun, il a apporté son truc. Et après, on s'est retrouvés à 10, 15, être dans un collectif qui s'appelait Un 9 Killer. C'est un grand du quartier, Mac Manus, qui l'avait créé. On s'est tous retrouvés dedans. Et on a réussi à structurer un peu les choses autour du hip-hop. Tu dirais qu'il y avait plus de respect avant? Bah oui. Après, je suis pas... Tu sais, j'ai toujours un peu de mal avec le «c'était mieux avant». Tu vois, je trouve que c'est un peu des phrases d'aigri, un peu. Chacun sa génération, mais bien sûr, totalement. Nous, on a vu les choses changer. Et je pense que c'est... Moi, je suis une génération, je suis née en 84. Donc déjà, moi, je me rappelle même les mecs de mon âge, mais ils répondaient pas aux grands. Genre, un grand, il nous disait «va acheter une canette». Mais déjà, nous, on faisait la queue, on attendait pour qu'un grand, il nous envoie acheter une canette pour avoir la monnaie. Tu vois? Et après, les petits ont commencé à grandir. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème parce que les plus jeunes que moi, je les ai toujours respectés. J'ai toujours dit, les petits grandissent. Et les petits se souviennent toujours des grands qui leur ont fait du bien et des grands qui les ont hagan. Ça, je le dis tout le temps. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai toujours été bienveillante parce qu'on l'a été avec moi. Donc, j'ai pu transmettre ça. Mais j'ai vu aussi des anciens mettre à l'amende des petits. Tu vois, tu sais, c'est quand même un peu rabaissant. Tu vois, c'est-à-dire, on est une bande de potes, il y a des meufs, il y a des mecs. Le mec, il va se faire mettre à l'amende par un grand. C'est un peu la honte, tu vois. En plus, même pas quelqu'un de ta famille. Tu vois, mais c'était une famille. Mais le petit, il disait rien. Genre, quand je dis petit, on avait peut-être 17, 18 ans. Le grand, il en avait peut-être 20, 23. Tu sais, c'était une question de génération. Mais après, je me rappelle, il y a eu une année où il y a eu une rébellion et les petits se sont rebellés contre les grands. Je passerai cet épisode, si quelqu'un d'autre te la racontera, moi je m'abstiens sur ça. Mais en tout cas, je sais que, genre, c'était la génération 87-88, où ils ont dit, ça y est, c'est mort, les grands, ils nous manquent plus de respect. C'était quoi les vraies valeurs du quartier pour toi? Partage, générosité, humilité, mais vraiment le partage. Moi, ici, là, où j'ai grandi, tout le monde, c'est tous les papes, c'est tous mes tontons, c'est tous mes tatas, c'est tous mes papas, c'est tous mes mamans. Moi, je me rappelle, on s'envoyait du tiep, de couscous, tac. Vraiment, les mamans, elles sortaient les chaises. Tout le monde. Ça veut dire, il y avait pas, tu vois, en fait, c'était tellement la galère financièrement pour nos parents, pour nous, que, en fait, tout ce qui était géopolitique, ça dépassait pas nos grilles. Tout ce qui était division raciale ou religion, on n'était pas concernés. Parce que nous, on était dans le même bateau, c'était le bateau de la Hesse. Tu vois, nos parents, quand ils devaient travailler, soit ils nous déposaient chez la voisine là-bas, chez la portugaise, chez la daronne malienne, chez la congolaise. On était ensemble, on vivait ensemble. Parce qu'il y avait une solidarité, parce que nos mamans, elles travaillaient dur, nos papas, ils travaillaient dur, et ils avaient confiance, on était ensemble une famille. Donc en fait, tout ce qui était géopolitique, tout ce qui était politique, ça ne traversait pas la cité, ça ne nous regardait pas. Parce que déjà, nos parents, ils souffraient pour qu'on puisse aller à l'école, nous acheter une paire de baskets à l'année et qu'on puisse manger correctement. Bon, après, on a développé le système D tous ensemble. Mais en tout cas, il n'y avait pas histoire de rebeux, babtou, renois, juifs,
Il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, on était vraiment ensemble. Il y avait vraiment du respect, de la bienveillance, beaucoup de générosité. Moi, je me rappelle, ça se demandait du sucre. Tu sais, c'était pas une question, en fait, t'avais pas de sucre. C'était pas un problème, en fait, tu vois. T'allais, ah, attends, je vais aller chez les Traoré. Toi, tu dois sonner, forcer, tu sonnes chez les Traoré. Tu sais déjà, ils vont appuyer sur le bouton. Tu vois? Ça veut dire, en fait, c'était ça. Et ça râlait pas. Donc, les portes, elles étaient ouvertes, ça rentrait, ça sort. Non, franchement, c'est paradoxal parce que c'était dur, c'est vrai. En plus, nous, on est de Paname. Ça veut dire, nous, on a eu la vision. Nous, c'est pas comme si on est de banlieue. Nous, on a vu, on a grandi avec une autre classe sociale qui, eux, partaient en vacances, pendant les vacances, qui, eux, avaient accès à des activités culturelles, le musée, tout. Nous, on connaissait pas, nous, juste, on était en bas à la cité, un ballon, tu vois. Ça a changé, ça a changé. Après, les jeunes, ils s'amusent autrement maintenant. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, ouais, moi, cette époque, c'était le partage, la générosité, l'échange de culture, en fait. On ne se rend pas compte quand on est enfant. C'est quand on grandit, on se dit, mais quelle richesse, en fait. Moi, quand j'ai voyagé, j'ai eu de la chance de beaucoup voyager. J'étais en Afrique, j'étais en Asie. Les gens, ils étaient choqués que je connaisse cette culture. Si, mais moi, on paumait. Tu vois, on mangeait à la main. Depuis qu'on est petit, on mange à la main avec nos voisins. Quand ils viennent, ils mangent du couscous, on mange tous ensemble. C'est-à-dire, en fait, on a échangé cette culture, on a partagé cette culture sans se poser la question, sans forcer de le vivre ensemble. Il était automatique chez nous. On ne l'a pas appris, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai travaillé dans le hip-hop, je travaillais chez les et tous c'était des imposteurs. Ils avaient le seum contre moi parce que moi, je suis une vraie meuf de la street. Mais vous avez qu'à dire que je suis une Kaira, je m'en bats les couilles. Parce qu'en vrai, c'est vous qui vous êtes inspirés de notre culture. Vous êtes partis faire des millions d'euros. Et quand nous, on veut venir, vous nous stoppez la porte. Vous avez peur de l'effet miroir que vous savez qu'on sait que vous êtes des imposteurs. Nous, on est les vrais. Et nous, ils ont peur des gens comme nous parce qu'on n'est pas des gens, on peut nous manipuler comme ça. On est des gens, on marche avec le cœur. C'est tout ou rien. Est-ce que tu as aussi connu des moments tristes, des moments marquants? Ah bah oui, des moments tristes, des moments marquants. Je ne sais pas si je dois en parler ou pas parce que, tu vois, ça implique des familles, tu vois. On a perdu des gens qu'on aimait dans ce quartier, des morts tragiques, des assassinats, des règlements de compte. Donc voilà, quand tu te retrouves à peine majeur à enterrer ton ami d'enfance parce qu'il s'est mangé une balle et que tu vois sa famille autour de lui, en fait, tu es très vite confronté à la réalité et puis tu dis que c'est une injustice en fait. Et c'est là où je dis, tu sais, les gens, ils aiment bien revendiquer la rue, ça fait bien de venir de la street, ouais, on dirait que c'est un phénomène de mode. Mais l'envers du décor, c'est des mamans qui pleurent, c'est des règlements de compte, c'est des petits frères qu'on enterre, c'est des sœurs qui meurent par overdose. Tu vois, il est là l'envers du décor de la rue, enfin de la rue. J'aime pas trop dire ça, mais voilà, les gens, ils sont là à mettre en valeur de venir d'un quartier. Les gens qui font ça, c'est les gens qui n'ont pas grandi dans ça, qui ont fantasmé à travers les clips ou je sais pas où. Mais quand tu l'as vécu et que toi, tu as vu tes frères, qu'ils ont enterré leurs propres frères, c'est... Ah non, tu réfléchis à deux fois. C'est-à-dire tout ce qui est règlement de Tongwa, les armes, ah, 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 les clips de rap et tout, nous, on les a vécus. On l'a vécu. Donc, la glorification de la violence, des armes, moi, je suis pas trop pour, tu vois. Je suis désolée, je suis un peu émue parce que ça me rappelle, voilà, on a perdu quand même pas mal de gens au quartier. Et à chaque fois qu'on a perdu quelqu'un au quartier, on se retrouve toujours tous ensemble. Et c'est là où je te dis que on est une famille. Les grands, les vieux, les jeunes. Si on a tous grandi ensemble et à chaque fois qu'il y a eu un décès, on se retrouve toujours. Dommage qu'on ne se retrouve pas pour les bonnes choses. Mais voilà, les morts tragiques. Voilà ce qui m'a le plus traumatisé, entre autres. Tu te souviens de comment le hip-hop est arrivé ici dans le quartier? Ben, euh, Tu vois, là, troisième étage, le balcon, j'étais par ma fenêtre ici et je voyais les grands qui dansaient. Ils faisaient du roller, il y avait beaucoup de rollers aussi, ils faisaient du roller. Ça dansait, ça graffait. Donc début des années 90, fin des années 80, j'ai 8 10 ans. Il y a le phénomène des bandes. Donc on sort des années skin et tout, mais les bandes, ils sont restés. Ça tourne autour du hip-hop. Et moi, je me rappelle, je voyais les grands qui breakaient, ça dansait, je disais, ah ouais, moi, je vais faire comme ça. Et devant mon miroir et tout, je faisais, j'enseignais. Et quand je voyais les grands, je disais, ouais, tu peux m'apprendre, tu peux m'apprendre. Et après, on était tous en bas dans la cité, ça donnait des cours. Il y en a qui étaient forts pour le graphe.
Donc là, tu as pu interviewer Nixo. Et on faisait avec des bombes, on était comme ça, on graffait, on faisait n'importe quoi. Mais juste, on marquait notre nom. Juste le fait qu'il ait écrit notre nom, on était content. Une forme de revendication, en fait. Ce qu'ils nous ont transmis, c'est vraiment une culture à part entière. On a grandi dans ça, autour de ça et avec ça. Le hip-hop, la danse, la musique, on se retrouvait dans ça. C'était qui les premiers à danser, rapper, graffer? Ceux qui ont lancé le truc. Alors déjà, si je peux me permettre, je vais mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, ou en tout cas qui me tient à cœur, c'est que le hip-hop, il est né ici, à Stalingrad, dans le 19e. C'est-à-dire la première boutique hip-hop, c'était Tikaret, le magasin Tikaret. Ils allaient au stage, ils ramenaient des grosses ceintures à l'époque, des baguettes, tout. Les gens de Suisse, ils venaient, de Suisse, de Belgique, ils venaient jusqu'à Tikaret, Stalingrad, pour venir acheter leur sap, pour s'identifier à cette culture. Donc le premier magasin hip-hop, déjà Tikaret. Premier DJ à ramener des vinyles dans sa valise, DJ Dynasty, Riquet. Premier rappeur, Johnny Go. Toutes les filles qui me prennent la tête, je les jette. Toutes les filles qui me prennent la tête, je les jette, jette. Tout le monde. Et là, je sais que tout le monde connaît, tout le monde a cette ref. C'est-à-dire le premier rappeur, Johnny Go, je crois que c'était en 89, 90. Et il avait tourné son clip au collège Méliès. Donc tu connais, on était tous contents. Ah ouais, trop bien, ouais, c'est dans notre collège et tout. Ah, on était fiers. Premier danseur, premier breaker, forcément, Django. C'est lui-même qui a transmis tellement de choses. Il nous donnait des cours de hip-hop. Il a été un élément très, très, très important dans ce quartier. D'ailleurs, big up à lui. Il a été champion du monde de coupole. Ça lui a fait juste, même ça lui a fait une calvitie d'ailleurs. Mais ouais, voilà, donc c'est eux les premiers. Et nous, on s'est retrouvés dans ça. Et en plus, c'était quelque chose qui arrivait. C'était un mouvement qui arrivait. Bon, personne n'y croyait, hein. Mais nous, on kiffait parce que ça venait, on avait cette appartenance et cette fierté de se dire, ah ouais, ça ramène. C'est chez nous, en fait, ils s'habillent. Nous, on va s'habiller comme eux. Nous, ça veut dire que c'était la Hesse. On allait prendre les jeans de nos grands frères, on faisait des baggy. Tu vois, c'était système D. C'est comme ça que ça a commencé, parce que c'était la mode des baggy. Donc, on peut reprendre, on mettait les pulls larges et tout, on se mettait un peu en mode quinri, tu vois. Parce qu'eux, ils étaient déjà dans cette mouvance hip-hop. Tandis que les autres de notre génération, ils écoutaient de la dance. Le hip-hop, c'est venu tard. Maintenant, c'est la musique la plus vendue. Mais à l'époque, tu mettais la télé, il n'y avait pas de rap. Nous, on avait nos cassettes. Et c'est les grands qui ramenaient les cassettes. Et la cassette, elle tournait après. Cassette, faudra que tu montres c'est quoi une cassette. Parce que les gens, tu sais ce que c'est une cassette, toi? Hein? J'en suis sûre que tu sais même pas ce que c'est. Donc voilà. Donc voilà, moi je pense à Johnny Go, je pense à Nixo, je pense au CKC, je pense à après les rappeurs qu'on suivi derrière, à Mac Manus. Ça veut dire, ça dansait à la chapelle, je me rappelle. Moi, avec ma grande sœur, elle nous emmenait, parce que voilà, on marchait tous ensemble, on allait, je voyais les gens de là. Et tu sais, c'était à la chapelle, ça se passait. Mais les gens ils venaient de partout, de Suisse, de Belgique. C'est-à-dire, le mouvement, vraiment, il est. Tu vois, toi, t'es du 19. C'est-à-dire, nous, voilà, c'est-à-dire, dans ta démarche, tu veux transmettre ça. C'est à nous aussi de vous expliquer à quel point le hip-hop, à quel point le 19e Stalingrad Riquet, ils ont développé tout cet art et toute cette culture et que ça s'est propagé en fait dans tous les quartiers populaires, dans tous les gens qui nous ressemblaient en fait quelque part. Et ben ça a suivi et aujourd'hui, bah voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui inscrivent leurs enfants aux Beaux-Arts pour apprendre le graphe. Tu vois le paradoxe? Il y a des gens qui inscrivent leurs enfants dans des grandes cours de danse pour apprendre le hip-hop. Et nous, paradoxalement, ça se perd chez nous. C'est dommage. Tu sais, moi, j'ai toujours été une meuf mignonne. Sans faire la meuf, hein, je ne suis pas à faire la meuf et tout, tu vois. Moi, j'ai toujours... Et tu sais, les gens me disent, ouais, mais c'est trop dommage, Lolo. Tu vois, franchement, c'est trop dommage. Parce que franchement, t'es super mignonne, t'es très intelligente. Mais tu as ton côté KRA. Ouais, mais en fait, c'est... Pourquoi vous voulez me changer? Toi, tu devrais être comme ça. Toi. Mais en fait, vous êtes qui? Vous avez vécu quoi? Pourquoi nous, forcément? Moi, et c'est là que je te dis, en tant que femme, tu vas chercher des tables. Et je ne cherche pas quelqu'un de teubé. T'es là, tu cherches tu vas, tu taffes, tu te retrouves avec des gens qui ont grandi dans d'autres milieux sociaux et qui te disent. C'est-à-dire, eux, ils ont grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu vois, quand toi, tu es là, tu galérais, tu faisais du babysitting, tu faisais ci, tu rangeais les rayons à Franprix pour t'acheter une paire de baskets ou pour aider tes parents. Ils viennent te dire à toi que ce que t'es, c'est pas ce que tu dois être. Mais vous êtes qui, en fait? Et en fait, au début, tu te rends compte, tu te dis, ouais, et moi, j'ai beaucoup complexé sur ça, sur ma manière de parler. Parce qu'on me disait, ouais, je suis une KRA, je suis une KRA, je suis une KRA, je suis une KRA. Donc, je faisais, tu vois, j'essayais de dire, ouais, et tout, ouais.
Mais j'y arrivais pas. Tu peux pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Je suis comme ça fait partie de moi. À partir du moment où je m'exprime bien, je fais bien mon travail, en fait, qui je suis à côté, en quoi ça vous dérange? Et là où c'est le plus frustrant, c'est quand ces gens-là, derrière, tu vois, aujourd'hui, tu regardes les programmes télé, la télé, les pubs, ce qui influence la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a reproché d'être hier. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire, les gens vont dire, ouais, mais attends, t'es une daronne, t'as 40 ans, tu parles encore comme ça. Mais en fait, je devrais parler comment? En fait, je suis comme ça. En fait, encore une fois, en discutant avec toi, tu vois, je m'en aperçois là. C'est-à-dire, on est encore aujourd'hui obligé de se justifier sur qui on est et d'où on vient. C'est malheureux, non? Ouais, franchement, t'es super mignonne, t'es belle, mais franchement, c'est dommage, t'es trop Kaira. Ça veut dire quoi être trop Kaira? C'est d'avoir grandi dans un quartier. C'est d'avoir été obligé de se battre pour survivre parce que c'est comme ça. Ça veut dire, ouais, il y a la bagarre, ça fait partie, il y a la bagarre, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, on va être à l'école, ça fait partie de l'adolescence, comme tout, tu vois. On se bagarre, moi j'ai la chance, on vient d'une grande famille, ah pourquoi tu m'as regardé, pourquoi je t'ai regardé, on s'en bon. Et souvent on est des belles amitiés, hein. Mais c'est comme ça, la cour de récré, tu vas t'imposer par la bagarre. C'est comme ça. Donc en fait, tu crées une carapace, tu fais la dure, mais à l'intérieur, c'est dur. Parce que nous, on n'est pas des hommes, on est des femmes. On grandit dans un quartier, ça veut dire qu'on a tous les désavantages que les mecs ils ont. La hesse, la galère, le manque d'argent, les parents. Mais à côté de ça, on a les désavantages d'être une femme aussi. Le ménage, être une bonne sœur, l'honneur d'être une, tu vois, la dignité, la réputation. Faut être bien, faut pas pleurer, faut pas faire la victime. C'est-à-dire, eux, les mecs, ils ont le droit de dire, ah ouais, c'est la hesse, c'est dur, c'est la galère, pam, pam, pam. Mais nous, les femmes, on vit la même chose qu'eux, voire pire. Parce que nous, on se tape le ménage, on se tape la pression familiale, on se tape l'honneur et la dignité sur nos épaules. On ne nous a pas laissé nous exprimer. Nous, on doit se taire. C'est-à-dire, il y a des mecs de cité, mais il y a les meufs de cité, il y en a pas. Pourtant, on est les premières à être là. C'est nous, on a fait les premiers parloirs. On peut dire ce qu'on veut. Les premiers mecs qu'on a eus, voilà, ils étaient en prison, ou nos frères, ou nos potes avec qui on a grandi. Il fallait assumer les parloirs, il fallait écrire des lettres. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il fallait envoyer des mandats. Tu vas au parloir avec des meufs. Ça te fait du bien de prendre la parole aujourd'hui? Ouais, franchement, ouais. De dire, en fait, parce que je trouve que on n'a pas été... J'ai souvent dit que nous, on est les oubliés EES, tu vois, qu'on a souvent donné la parole aux mecs à travers la culture, le hip-hop, le rap. Et les meufs, elles vont pleurer, elles vont chouiner, ouais, mon mec, il m'a fait la misère, yeah. Ou sinon, ça va être des clichés de meufs qui ont aimé cette culture, mais qui ont toujours été à côté, qui n'ont pas été dedans. Donc, moi, je me suis jamais sentie vraiment représentée. Peut-être, allez, on va dire Wallen, tu vois. Mais en fait, dans la souffrance, en tant que femme, de grandir dans des cités, les difficultés, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un tabou autour de ça et que les femmes, à partir d'un certain moment, j'aurais pu venir en tailleur, petit brushing et tout, rentrer dans mon personnage. Mais non, parce que c'est pas moi. Moi, j'ai grandi dans un quartier j'ai tout mon bagage et je suis tellement fière. Parce que ça a fait de moi la personne que je suis devenue aujourd'hui. La maman battante, la sœur aimante, la grande du quartier où quand il y a un petit, il a besoin de quelque chose, il n'hésite pas à venir me demander. Et voilà. En tant que femme, ça fait quoi d'avoir son mec en prison? En fait, tu me poses la question comme ça. Moi, c'est très grave ce que je vais te dire, hein. Pour nous, c'était normal. En fait, tu vois, là, je te réponds, là, ça va être juste. En fait, on s'est jamais dit, ah ouais, quand même, c'est grave. Mais c'était douloureux, ça faisait pas mal. Je pense qu'on était préparés. Je sais, c'est toujours difficile de prendre du recul, de parler de ses émotions avec du recul. Parce que le passé est passé. C'est-à-dire le temps a fait bien les choses. Sur le moment, c'est l'absence qui va te faire mal. Mais aussi, nous, on est d'une génération où la loyauté, c'était très important. Donc, c'était aussi l'occasion de montrer, regarde, moi, je suis là et je vais t'attendre. Et on gérait, hein. On gérait grave. Je pense à toutes mes copines. Le RERD Fleury-Mérogis qu'on s'est tapé là-bas, franchement, mais en fait pour nous c'était normal. Et vraiment là, c'est vraiment parce que tu me poses la question, je réfléchis, je me dis, mais en vrai c'est grave. Parce qu'on a grandi conditionné à l'option, peut-être qu'il va aller au placard. Et c'est pas une réflexion consciente en fait. Parce que quand il est béton, on assume derrière. On fait les demandes de parloir,
On fait le linge, on ramène les livres, la cantine, tu vois, on s'occupe. La gestion, on sait comment gérer le truc. Mais on a quel âge? On a 18, 19 ans. On connaît le protocole à suivre pour accompagner son mec au placard. On était déjà conditionnés à se bailler. Après, quand ils sortaient, ce bâtard, tu les retrouvais en boîte avec des timbres. Mais tu sais que j'avais commencé à écrire un scénario, justement, sur un film qui s'appelle Les Oubliés, EES. Ok. Pour parler justement, c'est pour ça que je suis à l'aise aussi quelque part. C'est parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps réfléchi, tu vois. J'ai longtemps pensé, t'as vu toi-même en tant que mec, tu te rends bien compte qu'en tant que femme, ça veut dire, nous, on n'a pas le droit de prendre la parole. Ou les meufs, elles vont dire non, t'as vu, ça y est, maintenant je suis mère de famille. Tu vois, c'est dur à assumer. Moi, je sais que quand ça va sortir, ça va être dur à assumer. Je le sais, hein, je connais l'envers du décor. Hein. Ouais, t'es mal à 40 ans, t'es à Kaira encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est de remettre encore une fois notre identité. Moi, comme je dis, mon père, il est algérien, ma mère, elle est française. C'est mes deux cultures, je suis fière des deux. Mes parents, ils sont encore ensemble. Mon père, il est né au bled, ma mère, elle est née dans sa... Je connais mes cultures. Mais je ne me retrouve pas dans cette culture. Moi, ma culture, elle est ici. Je me suis mariée avec un Sénégalais, issu de quartier populaire. On s'est reconnus à travers nos codes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire même, tu vas dans un taf, tu vas dans un voyage, tu vas à l'autre bout du monde. Entre gens de quartier, on se connaît, on se sent, on s'attire, on est des aimants. Parce que quoi? C'est pas l'origine, c'est pas la religion. C'est la culture. La culture urbaine, c'est une culture à part entière. Le hip-hop pour vous, c'était juste un délire, un moyen de s'exprimer, de s'évader? C'était un peu de tout ça, mais bien plus en fait. Le fait de grandir voilà, dans un quartier, culturellement, on n'avait pas accès au musée, au cinéma, à l'art tout simplement. Et le hip-hop, en fait, quand il est arrivé, en fait, le hip-hop, c'était un peu de musique, un poste, une cassette, un stylo, une feuille, un petit beat. Et voilà, on était des artistes avec peu de choses. Donc le hip-hop nous a permis d'exprimer certaines choses, certaines revendications, des choses qu'on avait dans le cœur. Ça nous a permis de faire du sport. Ouais. Pour moi, je dansais personnellement. Donc voilà, le tempo, la musique, s'évader. Donc ouais, c'était une manière de s'évader, de se retrouver aussi entre nous, parce qu'on partageait tous la même passion. Une manière aussi de se sentir appartenir à un mouvement. Parce que quand tu es ado, tu es jeune, voilà, tu as envie d'appartenir à un mouvement. Bah, nous, on était en plein dedans, on se reconnaissait dedans. Et en plus de ça, voilà, on s'évadait, on kiffait, quoi. Comment les gens voyaient ça à l'époque, cette culture qui naissait? On était pointés du doigt. Ah, genre, on était les pestiférés. Mais paradoxalement, je pense qu'on adorait ça. On adorait là, ce côté un peu provocation. Parce que c'était une dégaine. Tu vois, je te montrerai des photos. Moi, je me rappelle, je prenais les caleçons Calvin Klein de mon frère, je prenais son jean Levi's, je mettais... Mais mon père, il pétait un câble. Il me disait, mais c'est quoi ce déguisement? Tu vois? Donc, ça veut dire... Et puis, il y avait une manière de parler, une manière de s'habiller. Il y avait une démarche. Tu vois, quand je parle avec les mains. Donc, en fait, ça venait d'arriver et ça avait ce côté très péjoratif. Nous, on adorait ça, on adorait la provoque. Bah, quand t'es jeune, souvent, tu vas un peu provoquer, forcément. Ça a été très mal vu, surtout en plus quand t'es une nana, tu vois. Quand t'es une nana, tu te retrouves avec plein de mecs à danser, à chanter et tout. C'est pas ta place, en fait. Mais on l'a fait. Tu te rappelles des premières soirées, des sons qui tournaient, des moments forts? Ouais, je me rappelle. Je me rappelle des après-midi à l'église. Il y a l'église sur la rue de Tanger. Et en fait, il y a une salle juste à côté, on appelait ça l'église. Et en fait, on organisait des après-midi. Parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, c'était le soir à l'époque. On était jeunes, avec 15, 16 ans. Et on se retrouvait. Et là où la culture, et qu'aujourd'hui même tu le ressens aujourd'hui dans le hip-hop, ça veut dire on était avec des Congolais, des Antillais, des Maliens, des Sénégalais, des Babtou et tout. Ça veut dire il y avait... Moi, nous, on écoutait du Koffi Olomidé. Les gens, ils sont choqués. C'est parce que c'est vraiment la musique de chez eux. Donc, en fait, on écoutait, on connaissait les chorégraphies et on se retrouvait que dans des après-midi. C'est-à-dire, on répétait nos chorégraphies avec notre équipe de copines, de copains. Et on se retrouvait, ça faisait des chorégraphies, ça ramenait des postes, des enceintes. C'était vraiment en mode... mais c'était tellement bien. Et après, c'est là qu'il commence à avoir les premières amourettes de quartier. Ouais, tu viens l'après-midi, tu viens l'après-midi, tu viens l'après-midi. Il y a une après, on appelait ça une après-midi. Il y a une après-midi à l'église, il y a une après-midi là-bas, il y a une après-midi là-bas. Et après, dans le 19, ça a tourné. Parce que nous, on était très riches à Stalingrad. Mais après, des fois, quand il y avait un après-midi, il pouvait y avoir des gens de Cambrai, des gens de Danube, des gens d'Ourcq. Et ça a commencé à faire des petites connexions comme ça. Ça circulait de bouche en oreille comme ça les après-midi. Et après, les grandes soirées, quand on commence à arriver... Moi, j'ai commencé à sortir très jeune. Parce que les grands du quartier, déjà, ils avaient leur coin.
Il y avait une boîte qui s'appelait le Slow Club. C'était une cave à Châtelet, mais il passait que du son hip-hop. Genre, c'était vraiment pour les puristes. Et en fait, vraiment, il fallait connaître pour y aller. Mais comme moi, j'étais avec les grands d'ici, je savais. Et c'était tous les dimanches soirs, que du hip-hop. Mais que du hip-hop. Mais à l'époque, dans les soirées hip-hop, il n'y avait que du son quinri. Le hip-hop français, il arrivait très tard dans les boîtes de nuit ou dans les soirées. Vraiment très tard. Parce qu'au début, il n'y avait pas trop de rappeurs. Donc c'était vraiment, tu sais, on était branchés à MTV et tout, c'était vraiment très quinri. Après, les premiers rappeurs, ils sont arrivés. Première chanteuse, Karine. Karine Beufa, Secret Connexion 18e, cette chanson. En plus, ça nous représentait. Choisis entre elle et moi, cesse de jouer. Mais toutes les meufs des quartiers elles connaissent cette chanson. Parce que c'est la première chanson R&B française. Donc, non, franchement, et ça tournait dans les cassettes. Après, il y a eu les Doc Gyné, Secteur A, toute cette vibe qui a commencé à arriver, que ça s'est un petit peu popularisé sur le grand public, en fait. Nous, on écoutait beaucoup de hip-hop américain. Mais après, quand le rap il est arrivé, les premières cassettes, premiers CD, à l'époque, on était sur... il y avait les postes, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. On avait les cassettes et on enregistrait. En fait, dès qu'il y avait des sons qui passaient à la radio, on enregistrait ça. C'est-à-dire, on avait notre playlist. Et ça veut dire on tournait avec notre bande de potes, on tournait avec nos postes. Je me rappelle, c'était Arnaud. Et il y avait l'époque des piles. Il n'y avait pas de batterie à l'époque. Et je me rappelle, quand il n'y avait plus de piles, tu vois, tu sentais le son et on croquait les piles pour gratter encore un peu de son. Mais la musique, elle nous a toujours accompagnés. Ça veut dire quoi qu'il arrive quand on allait en sortie scolaire. C'est toujours été là, en fait, comme une tierce personne, en fait. À cette époque, est-ce que les filles avaient leur place dans ce mouvement? Ah ouais. Après, je vais parler de moi, mon expérience, tu vois, je ne vais pas parler au nom des autres, mais comme je te disais, c'est un mouvement qui est arrivé. Ça veut dire, en soi, personne n'avait sa place. Tout le monde et personne n'avait sa place, en fait. C'est-à-dire même les mecs comme les meufs. Nous, on a vraiment cette chance. T'as une grade riquet. Et ça, moi, je l'ai connu, je l'ai vu quand j'ai commencé à grandir, où nous, les meufs et les mecs, on traînait ensemble. En fait, on était une famille, on était un collectif. Et souvent, on avait cette réputation. Après, quand tu grandis, tu sors de, ouais, mais vous, dans votre quartier, les mecs et les meufs, ils sont mélangés. Bah ouais, en fait. Tu vois. Et c'est le hip-hop quelque part. Parce que bien sûr qu'on avait notre place. Parce qu'on était là, on a fait partie du truc dès le début en fait. Donc forcément, on était là, voilà, quand je te parlais de la chanteuse Karine, quand elle a commencé à chanter, mais pour nous c'était trop bien. Quand Wallen elle est arrivée, pour nous c'était trop bien parce que enfin, voilà, il y a des meufs qui nous représentent. On est là. Je trouve que même au début, il y avait beaucoup plus de rappeuses, de danseuses et tout qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, c'est devenu très fermé. Mais à l'époque, comme le mouvement il débutait et qu'en fait on était juste une bande de potes qui se sont retrouvés autour d'une culture, bah ouais, il y avait pas la question du genre, elle se posait pas quoi. Qu'est-ce qui a changé entre le hip-hop d'avant et celui d'aujourd'hui selon toi? C'est notre époque. En fait, de base le hip-hop c'était comme je t'ai dit, je tiens bien à le préciser, hein, moi je suis pas je suis anti les discours avant c'était mieux ou être contre une génération, quoi que ce soit. Chacun vit son temps, les choses elles sont pas figées, les choses elles évoluent. La différence elle est que déjà il y a eu les réseaux sociaux, donc c'est pas pareil. Les enfants c'est plus les mêmes, la jeunesse c'est plus. Tu vois, nous on était tous ensemble. Aujourd'hui les enfants ils ont tout, ils ont accès à tout. Nous on s'est débrouillés. Nous pour avoir un poste on se débrouillait. Pour avoir une instru, on se débrouillait. Pour trouver des heures de studio, on se débrouillait. C'était que de la débrouille. Là, aujourd'hui, tout a accès. Tu es dans ta chambre, tu n'as même pas besoin de sortir chez toi, tu peux enregistrer un morceau. Donc forcément, à l'époque, les rappeurs, ils dénonçaient des choses. Ils dénonçaient une condition sociale, une manière de vivre. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus confrontés à tout ça. Je dirais pas que c'est des enfants gâtés, mais un peu quand même. Ils sont moins dans le système D que nous. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que quelque part, c'est ce qu'on avait revendiqué. Et donc aujourd'hui, si le mouvement est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est que quelque part, le taf, il a été fait. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus besoin de galérer comme nous, on a eu besoin de galérer. Ou comme nos anciens, ils ont eu besoin de galérer pour s'imposer. À l'époque, quand les maisons de disques, tu parlais de rap, de hip-hop, mais on te fermait la porte. Aujourd'hui, c'est une machine à fric. Mais c'est une machine à fric, ils ont 16, 17 ans. Ils vont s'inspirer de... Tu vois, le discours, c'est plus le même. La revendication, c'est plus l'essence même de la chose. C'est plus pareil. Mais ça a évolué dans leur sens. Donc, ouais, c'est du hip-hop. Ce qui est malheureux, moi, ce que je trouve, c'est qu'on va s'arrêter uniquement sur le rap. En fait, le rap fait partie d'une discipline du hip-hop. Le hip-hop, c'est le graphe, le DJing, le break et le rap. Mais tu sais, le DJ, à l'époque, il était mis en avant. Ça veut dire que tu avais un groupe de rap. Le DJ était un membre à part entière du groupe. Aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, un rappeur, il peut avoir dans sa carrière changé de DJ comme il change de beatmaker, tu vois. Ça aussi, ça a changé. Tout le business qui s'est construit autour, ça a changé. Et moi, ce que je trouve regrettable dans tout ça, c'est que malheureusement, il n'y a pas encore assez de jeunes derrière les caméras, derrière la. Ça commence, hein, je commence à en voir et franchement, je suis super fière. Des jeunes issus des quartiers, souvent, ils sont devant la caméra. Moi, j'aurais aimé qu'ils soient plus derrière la caméra, tu vois, à ta place, faire le rôle du réal, du metteur en scène. Tu vois, pas toujours dans la démonstration. Mais ça commence à se faire et franchement, je suis fière. Donc, pour répondre à ta question, ouais, ça a changé, mais comme tout, en fait. Comme nous, on a changé. On a grandi, on a évolué et tant mieux. Et si aujourd'hui, il y en a qui peuvent vivre de ça et que. Mais je peux comprendre aussi que les protagonistes de ce mouvement, ils peuvent être frustrés parce qu'à la base, ils se sont battus pour une cause et que à un moment, ça a bloqué. Mais voilà, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. C'est compliqué en fait. Qu'est-ce que cette culture vous a appris sur la vie? Tu vois, j'ai du mal à. Parce qu'en fait, je peux pas parler d'elle. Je peux pas parler de la culture parce que c'est ma culture. Donc en fait, c'est mon identité. Ce que ma culture m'a appris sur moi, bah, en fait, c'est tout. C'est ce qui nous a construit, le système D, le débrouillardisme. Quand on nous dit c'est pas possible, bah, c'est possible. Si. Ah, si vous voulez pas qu'on rentre par la porte, attendez, on va rentrer par la fenêtre. S'il faut casser les fenêtres, on va casser les fenêtres. Tu vois, ce qu'on nous a reproché, le fait d'être trop. De s'imposer, d'arriver, de défoncer les portes. C'est peut-être péjoratif, c'est peut-être vulgaire, mais c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on ne voulait pas de nous de base. Et on a réussi à le faire grâce à tout ça, grâce à cette culture. 0 plus 0 est égal 0. Quand t'as rien, t'as pas peur de perdre. Une fois, un grand comique de notre génération, un grand homme, Jamel Debbouze a dit, t'as aucune chance, alors saisis-la. Et ben moi, si je devrais résumer la culture, c'était ça, de base. On n'avait aucune chance, mais on l'a saisi. T'as l'impression que le hip-hop d'aujourd'hui a un peu oublié ses racines ou pas? Ouais, je pense, un peu, bien sûr. Mais parce qu'en fait, qu'il y a tout un business qui s'est mis autour. Moi, j'ai travaillé dans des maisons de disques, j'ai travaillé dans ce game et je me sentais pas à ma place. Je sais pas si, en fait, ça a été un sentiment de frustration, mais je crois que ça a été la plus grande baffe que je me suis mangée dans ma vie, c'est que pour une fois, j'arrive dans un milieu qui est le mien, donc dans le milieu urbain. Donc je me dis quoi? Tu vois, comme je disais au début, tu sais, on t'accepte pas, tu vas chez les autres, donc tu es obligé de t'adapter. Mais là, tu es chez toi, tu es dans ta zone de confort, tu es dans le hip-hop même. Ça veut dire les gens avec qui tu travailles, ils mangent sur ça. Donc tu te dis quoi? Ah ouais, trop bien, je vais pouvoir faire moi. Tu vois, je travaillais dans la mode, j'étais styliste. Ça a été les premiers à me traiter de Kaira. Ça a été les premiers à me juger. Parce qu'en fait, ils ont mis à la tête de ce pseudo-mouvement des imposteurs, des gens qui n'étaient pas légitimes à être à cette place-là. Des gens qui, c'est pas des protagonistes, qui n'ont rien fait en fait. Des opportunistes. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Des gens qui ont été peut-être plus intelligents, des gens qui ont fait peut-être des études. Nous, on n'en a pas fait, peut-être qu'on n'était pas légitime de pouvoir être à leur place. Mais c'était à nous quand même. Donc quand toi, tu arrives dans un truc structuré, une maison de disques ou un business structuré qui tourne autour de ta culture, autour de pourquoi toi tu t'es battu toute ta vie, pourquoi toute ta vie tu as dit moi je ne changerai pas, je suis comme ça. Et qu'aujourd'hui tu te retrouves à une place où c'est censé être ta place et que les gens qui dirigent ça te disent mais ce que tu es, c'est pas ce que tu dois être. Mais non, pas ici. Et là tu as une grande baffe et une remise en question et tu te dis quoi? Moi vraiment je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que les gens, que ce soit en maison de disques, que ce soit dans les labels, dans ça, ils sont très dans le formatage, il faut être comme ci, comme ça. Or qu'en fait, non, l'essence du hip-hop à la base, c'est hey, ah, tu vois, on est là, on vend, c'est notre cœur, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime. On est là, on a envie de mettre la lumière sur qui on est, sur les bonnes choses, tu vois. On est venu, on nous a spolié notre culture, ils se les ont attribuées. Il n'y a eu aucun ascenseur social à ce niveau-là. Ils se sont tous gavés, chacun de leur côté, devant les médias à dire « Ouais, nous, on vient de la street. » On ne les a jamais vus ici. Hein. Nous, on a de la chance quand même d'avoir des grands de chez nous qui ont fait plein de choses pour le quartier, mais c'est des gens qui sont dans l'ombre. Mais tous ceux que tu vois prendre de l'oseille ou être en place dans l'institut du hip-hop, on ne les a jamais vus. Et ils ne nous aiment pas. Et jamais ils vont nous faire de passe. Parce qu'ils savent très bien que c'est des imposteurs et l'effet miroir, ça va les déranger. Moi, je sais que j'ai dérangé. Je sais que je dérange. Parce que vous n'allez pas venir m'expliquer à moi ma culture. Apprenez-moi, vous avez pris, je sais pas, dans vos écoles de gestion, de commerce et tout.
Tu vois, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des Noirs et des Arabes qui vont faire des écoles et tout. Mais c'est pas parce que tu es noir et arabe que forcément tu es issu d'un quartier populaire. Ça ne te donne pas cette légitimité. Et en fait, ils ont mis des gens comme ça au sein des maisons de disques, des maisons de com, peu importe. Et en fait, ces gens-là, comme ils savent qu'ils ne sont pas légitimes, parce qu'ils n'ont aucun bagage, leur seul bagage, c'est un bagage scolaire, quand ils vont voir arriver des gens comme nous, ça va les déranger, parce que ça va remettre en cause leur crédibilité. Donc voilà pourquoi, quelque part, le hip-hop a été oublié, parce qu'en fait, ça a été rattrapé par une machine industrielle, un business, où ils ont mis des gens, peut-être compétents businessment parlant, mais qui n'avaient rien à voir avec cette culture, avec l'essence même de cette culture. Voilà. Tu penses que les jeunes d'aujourd'hui peuvent vraiment comprendre ce que vous avez vécu? Non, comme nous, on ne peut pas comprendre ce que nos parents ils ont vécu. Nos parents, ils sont arrivés en France. Mon père, il est arrivé en France après l'indépendance en Algérie. Voilà, lui, pour lui, juste le fait qu'on aille à l'école, c'était un luxe parce que lui, il n'a pas eu la chance de pouvoir aller à l'école. Parce que le contexte, la guerre et tout a fait que pour lui, nous, on était des enfants gâtés, tarlés ouf. Aujourd'hui, c'est pareil. Non, ils ne peuvent pas parce que Internet, c'est-à-dire cette fenêtre sur le monde, a fait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus besoin de sortir pour se retrouver. Nous, à l'époque, mais la cité ici a été blindée. La phrase « je peux descendre en bas », tu sais, le « je peux descendre en bas », on se retrouve en bas. Eh, vas-y, t'es en bas. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Tu vois, le jeune, cette phrase, il ne peut pas la comprendre. Mais le rester en bas, même vous l'avez fait, vous faites quoi en bas? On se retrouvait. Aujourd'hui, les jeunes, ils squattent plus dans les halls. À l'époque, il y avait ça, cette génération de halls. Ça squattait, il faisait froid, on fume, on faisait n'importe. Franchement, on était des enfants mal élevés aussi. On peut pas dire que notre génération a été mieux parce que quelque part aussi, on avait trop d'incivilité. Aujourd'hui, tu sais, avec du recul, tu dis, tu fumes dans le hall. Tu sais, il faisait froid, on était là, on se retrouvait, tac, on se calait au troisième, cinquième, ça fumait, les parents, ils rentraient, tu vois, les poussettes et tout. Aujourd'hui, ça ne se ferait pas. Tu dis Mais que vous étiez des enfants mal élevés. ouais, on était Les parents, ils vous avaient donné une mauvaise éducation? non, c'est pas mal élevé. Voilà, tu vois, souvent quand on va dire, ouais, enfant mal élevé, on va remettre ça sur la cause de nos parents. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils nous ont envoyés à l'école, ils nous ont habillés. Pour eux, tu sais, ils arrivaient en France. Après, nous, on s'est retrouvés et quelque part, on s'est éduqués nous-mêmes. Tu vois, nous, nos parents, ils nous ont pas envoyés voler. Mais on a la ED, la base catalane, pain de mie. Toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça. Tu vois, ça faisait des techniques de. Tu vois, on allait à Euro Disney avec la maison de quartier, on était intenables. On faisait pas la queue, on fraudait, on poussait tout le monde. Non, faut dire la vérité. Franchement, faut dire la vérité. Aujourd'hui, les jeunes, moi, même s'il y a des. Je pense que le fait qu'il y ait des téléphones, qu'il y ait plus de. Il y a cette facilité de pouvoir assister en direct à la délinquance. Le fait qu'aujourd'hui, ils ont accès à la technologie, ça met une loupe sur des incivilités. Mais nous, à l'époque, si ça existait, tous les jours BFM. Mais il n'y avait pas, moi je me rappelle, les sapins, tu vois, les sapins dans les centres commerciaux, tu sais, les boules, elles restaient pas, les guirlandes. Je sais pas, fallait qu'on passe et que. Non, on était des enfants terribles, franchement. Et je me rappelle, tu vois, le métro, les escalators. Tu vois, on était toujours une bande de jeunes, on se mettait, on sautait, on s'asseyait comme ça et on montait l'escalator. Aujourd'hui, tu vois pas ça. Tu sais, les jeunes, quand même, ils savent se comporter en vrai. À notre époque, quand tu étais une fille, nous, à l'époque, on cachait nos fesses. Tu vois, aujourd'hui, les filles, elles sont un peu plus. Elles peuvent mettre des leggings. Sortez, nous, on mettait des jeans Levi's, petite paire de bûcherons, ou petite paire de Reebok classiques. On cachait nos fesses parce qu'on pouvait se manger des mains dans le métro. Ça veut dire on marchait, on se mangeait des mains. Si tu n'avais pas caché tes fesses. Genre, si tu cachais pas tes fesses, tu étais considérée comme une fille facile un peu, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de critiquer cette jeunesse. Parce que je pense que Internet, les réseaux, a fait que ça a créé moins de frustration parce qu'ils ont plus de visibilité sur le monde. Ils peuvent rencontrer des nanas. À l'époque, quand tu voulais rencontrer un mec, tu faisais comment? Si tu ne te draguais pas dans la rue, quand tu es parti acheter ta baguette, tu faisais comment? Tu pouvais pas, tu savais pas. Les mecs, pareil, tu sais, ils n'avaient pas d'affection. Aujourd'hui, ils sont moins frustrés parce que je pense que très jeunes, déjà, ils commencent à avoir une vie intime. Nous, à notre époque, 16, 17 ans, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, il n'y a pas de meufs. Les meufs, elles sont comme ça. Ça crée de la frustration. Donc voilà. S'ils t'écoutent maintenant, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Aux jeunes, moi, j'ai envie de leur dire, allez au bout de vos rêves. Laissez personne. Moi, j'appelle les briseurs de rêves. Les gens qui vont vous dire, ouais, mais tu vois, moi, à ton âge, j'étais comme ça, mais la réalité... Non. Allez, faites ce que vous faites. Restez droit, restez humble. Soyez toujours droit dans vos pompes. Réalisez vos rêves, donnez-vous les moyens, la vie elle est facile pour personne. Chacun il a sa misère à porter, chacun.
Il y a des gens qui sont orphelins, il y a des gens qui sont handicapés. Chacun, on va toujours trouver un moyen de se plaindre ou de justifier ses échecs et ses erreurs. Se tromper, échouer, ça fait partie de la vie, ça nous construit. Le plus important, c'est de savoir rebondir et de retirer toutes ces choses négatives pour avancer et pour aller au bout de ce qu'ils ont envie de faire. Et qu'aujourd'hui, moi je vais parler aux jeunes issus des quartiers populaires, aujourd'hui tout est possible. Ils ont plus de choses, mais il faut aller le chercher encore une fois. Il faut qu'ils aillent le chercher et personne ne va venir leur apporter quoi que ce soit. Après, il y a le facteur chance, des fois, mais il ne faut pas compter dessus. Il faut vraiment aller au bout de leurs rêves. Que ce soit dans le sport, dans la musique, dans les finances, dans les études, dans les caplas, dans la pâte à modeler, dans la pâtisserie, dans ce qu'ils veulent, qu'ils aillent au bout et qu'aujourd'hui, il y a des maisons de quartier, il y a des associations, il y a des grands qui ont fait plein de choses, des structures qui sont mises en place pour les accompagner, chose que nous, à l'époque, on n'avait pas, qu'ils n'hésitent pas à aller et à chercher et à foncer, quoi, à aller demander de l'aide et de l'accompagnement. Voilà, Et si tu devrais résumer toute cette époque en un seul mot, ce serait lequel? un seul mot. Un Pour seul une mot. pipelette comme moi, une bavarde comme moi, je dirais la liberté, hein. La liberté d'être soi-même. Je te remercie pour ta participation. Merci à toi de m'avoir écouté. Je t'en prie.